Salut les amis, je recommence à faire des lives dans la voiture, dans ma voiture à moteur thermique, tant que je peux, hein, tant que je peux, parce que vous le savez comme moi, maintenant l'Union européenne a pris la décision d'interdire l'achat de véhicules à moteur thermique dès 2030, 2035, là, par là. Et la Belgique qui a pris l'habitude maintenant d'essayer de faire croire qu'elle est un bon élève a pris la décision d'aller déjà un pas plus loin et un pas plus vite en prenant des mesures qui vont interdire la circulation de certaines voitures à moteur thermique dès l'année prochaine, ce qui va mettre déjà certaines personnes dans l'embarras. Et en fait, on est dans la même configuration qu'à l'époque avec les Covid Safety Kits et autres passes vaccinaux. On est face à des décisions politiques qui sont incapables, ou en tout cas difficilement capables d'atteindre leur objectif, et qui vont avoir un impact très très important sur nos vies. Alors, même si j'ai conscience que le débat sur l'existence du réchauffement climatique devrait pouvoir avoir lieu sereinement, et même si j'ai conscience que ce n'est pas le cas, puisque quand des scientifiques remettent en question la communication et la doxa à ce sujet, comme les scientifiques qui à l'époque de la Covid-19 avaient remis en question les mesures gouvernementales et toute la doxa qui entourait la Covid-19, de la même façon ils sont ostracisés, ridiculisés, traités de climato-sceptiques, et en fait le débat public n'a pas la possibilité d'avoir lieu. Même si j'ai conscience de ça, j'ai même pas envie pour le moment, même si je sais qu'à un moment donné, comme pour la Covid-19, il va falloir y passer, mais là pour le moment, j'ai même pas envie de rentrer dans le débat réchauffement climatique par réchauffement climatique, et si réchauffement climatique, importance de l'activité humaine dans celui-là, parce que pour moi il ne se pose pas pour le moment. J'ai la conviction, et ça c'est mon opinion, et j'oblige personne à y adhérer, que on doit en tant qu'espèce vraiment repenser à notre place dans notre environnement, et on doit vraiment repenser à notre place dans notre écosystème, mais ça n'a absolument rien à voir avec le réchauffement climatique. C'est juste parce qu'on est arrivé à un stade de destruction de notre planète qui est tellement avancé que si on ne le fait pas, on va finir par s'autodétruire. Regardez ce qui se passe avec les produits phytosanitaires qui détruisent les abeilles, qui sont quand même les principaux pollinisateurs. Si on ne repense pas à notre place dans notre écosystème, on va se retrouver vachement emmerdé par rapport à la production de 80% de nos fruits et de nos légumes. Et ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, oui ou non. Même si j'ai parfaitement conscience que le débat est confisqué, qu'il ne peut pas se passer sereinement, et qu'à un moment donné, on va devoir passer par ce débat comme on a dû passer par ce débat scientifique au moment de la Covid-19. Mais là, pour le moment, je pense que ce n'est même pas nécessaire de s'étaler là-dessus, à partir du moment où ce réchauffement climatique est pris en excuse pour prendre des décisions qui vont avoir un impact vraiment très important sur nos vies, sans être capable de prouver si ces mesures vont avoir effectivement un impact positif sur les objectifs annoncés. Alors déjà, les objectifs annoncés. Les objectifs annoncés, c'est devenu une habitude avec la Covid-19, mais ils sont du genre très très flou. On va prendre donc des mesures, on va interdire d'utiliser pour la Belgique les moteurs thermiques de certains véhicules, et on va interdire dès 2035 pour l'Union européenne et les États membres l'achat de véhicules à moteur thermique pour réduire la production de gaz à effet de serre et de CO2. Ok, d'accord. Réduire de combien? En combien de temps? Et dans l'espoir d'obtenir quoi? Alors là, dans le genre objectif plus flou, il n'y a pas mieux. Hein. Ça, c'est juste incroyable de prendre des décisions politiques aussi impactantes en ayant des objectifs aussi peu définis. Alors on va être un peu plus sérieux de ça que ça, et on va partir de l'optique que l'objectif,
c'est les objectifs des accords de Paris, par exemple. Alors les accords de Paris, c'était réduire le réchauffement planétaire à 2 degrés. Bon, est-ce que le fait d'interdire l'achat de véhicules à moteur thermique d'ici 2030-2035 va avoir un impact sur le réchauffement planétaire et éviter ce réchauffement de 2 degrés? Que nenni, que nenni. Parce que pour que cette décision ait un impact sur la production de gaz à effet de serre et de CO2, il faut évidemment que les voitures électriques soient rechargées avec de l'énergie renouvelable, avec de l'énergie verte. Or, on est très loin du compte. J'ai eu la curiosité d'aller regarder la quantité, le pourcentage d'énergie renouvelable produite pour l'électricité en Europe, au niveau de l'Union européenne. Moi, j'étais assez agréablement surprise, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Au niveau de l'Union européenne, on est à 38% d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. C'est pas mal. Mais c'est pas mal parce qu'il y a d'excellents élèves, comme la Suède par exemple. La Suède produit 50% de son électricité à partir d'énergie renouvelable. Et puis on a des très très mauvais élèves. Et je vous laisse deviner dans quelle catégorie on se trouve. Nous en Belgique, on se trouve plutôt dans la catégorie pas bons élèves du tout même, puisque le pourcentage d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable, c'est à peine 16%. Bon, alors écoutez, si on remplace, parce que c'est ça qu'on nous annonce, c'est le remplacement du parc automobile à moteur thermique par des voitures électriques. Si on remplace le parc automobile actuel par des voitures électriques et qu'on les recharge à partir d'énergie qui est produite via des énergies fossiles, on va avoir aucun impact sur la production de CO2. Ça, un enfant de 10 ans est capable de le comprendre. Alors je sais que l'énergie nucléaire produit relativement peu de CO2 et que donc on pourrait avoir des voitures électriques nucléaires. Mais bon, c'est pas ça que j'envisageais quand je disais qu'on devait repenser la place de l'être humain au sein de son écosystème. Parce que le nucléaire, on va quand même se retrouver à un moment donné très très emmerdé avec les déchets nucléaires. Et les enfouissements sous terre, c'est pas exactement ce que j'appelle repenser la place de l'homme dans mon écosystème. Donc c'est peut-être une solution à court terme, mais c'est clairement pas une solution envisageable sur le long terme. Bon. Donc là, actuellement, en Belgique, on est à 16% d'électricité produite à partir d'énergie renouvelable. Et pour atteindre les objectifs des accords de Paris, il faudrait qu'on soit à 70% d'énergie renouvelable pour s'occuper de toute l'électricité et faire en sorte que cette mesure ait un impact réel sur la production de CO2, 70% en 2030 et 85% en 2050. Est-ce qu'on est capable de, en 7 ans, passer de 16% de production d'électricité via les énergies renouvelables à 70% de production d'électricité par les énergies renouvelables? J'ai fait mes recherches et je peux vous assurer que à l'heure actuelle, avec les politiciens qu'on a et avec les politiques qu'ils ont mis en place ces 10 dernières années, on n'a aucune chance d'atteindre cet objectif. Aucune. J'ai été regarder, entre 2010 et 2020, avec les hommes politiques et les femmes politiques qu'on a et les politiques qu'ils ont mis en place, on a gagné 6 points d'énergie renouvelable pour produire l'électricité. 6 points en 10 ans. Et là, ils sont en train de nous faire croire que pour que leurs mesures soient efficaces, on doit passer de 16% à 70%, c'est-à-dire 53 points en 7 ans. Bon, je pense pouvoir dire sans me tromper qu'on ne va pas le faire, que c'est mort. C'est juste impossible qu'on y arrive. Alors la deuxième raison pour laquelle il est quasi impossible que cette mesure atteigne ses objectifs annoncés, comme le CST à l'époque, et même pire que ça, non seulement c'est quasiment
impossible que cette mesure atteigne ses objectifs, mais en plus, elle risque d'avoir des effets contraires. Comme le CST. Donc, à l'époque, le CST, on a permis à des personnes vaccinées dont on savait qu'elles pouvaient quand même encore tomber malades et dont on savait qu'elles pouvaient quand même encore transmettre, on leur a permis de se retrouver et de faire n'importe quoi, et donc on a permis à ces personnes vaccinées de s'auto-contaminer les unes les autres. Donc on a fait pire que mieux. Et bien avec cette mesure, on risque fort de faire pire que mieux, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Agence internationale pour l'énergie qui a publié un rapport en 2020 et qui dit qu'en fait, avec l'augmentation de la demande, on va devoir extraire de plus en plus de minerais nécessaires à la production des batteries, et que cette augmentation exponentielle de l'extraction des minerais nécessaires aux batteries va produire 30 fois plus de CO2 qu'en 2018. Ok, ça va quand même être un problème. Si c'est pour augmenter la production de CO2 pour produire les batteries des voitures électriques, ben, on loupe un peu l'objectif. Et si en plus les voitures électriques roulent avec de l'électricité produite avec des énergies fossiles, on loupe un peu l'objectif aussi. Hein. Ça, c'est quand même pas, c'est quand même assez évident. Je pense que n'importe qui peut le comprendre. L'ennui, c'est que ces mesures vont avoir un impact très discriminant sur une partie de la population. Et c'est toujours la même partie de la population qui va être discriminée. Alors pourquoi est-ce que la population avec les plus faibles revenus va être discriminée? Mais parce que les voitures électriques coûtent excessivement cher. J'ai été regarder la voiture électrique la moins chère actuellement, c'est 21 000 € et c'est la Dacia. 21 000 €, c'est quand même 6 000 € de plus que ce que j'ai payé ma petite C3 thermique. Hein. C'est un sacré budget et clairement, ben, c'est pas envisageable pour toutes les bourses. Alors on nous dit, ouais, mais vous inquiétez pas, le prix des voitures électriques, comme elles vont se généraliser, on va réussir à faire baisser les prix. Mon œil qu'on va baisser les prix. À partir du moment où on va avoir besoin de plus en plus de minerais rares pour pouvoir produire les batteries, la demande d'un produit rare va augmenter, et vous connaissez comme moi la loi du marché. Quand la demande d'un produit rare augmente, le prix du produit rare augmente aussi. Et donc en fait, il y a un risque non négligeable qu'en réalité, les voitures électriques commencent à coûter de plus en plus cher. On pourrait nous dire, oui, bon, bah, ok, bah, vous vous retournerez sur le marché de l'électrique d'occasion. L'électrique d'occasion dans 50 ans peut-être, hein, mais pas pour tout de suite. J'ai été regarder les statistiques de la FEBIAC. Le parc automobile belge, c'est plus de 90% de voitures thermiques, c'est 2-3% d'hybrides et c'est moins de 2% de voitures électriques. Alors le temps qu'effectivement l'électrique se généralise, que les plus fortunés puissent se les acheter, avant que ces voitures-là arrivent sur le marché de l'occasion, entre-temps, nous on est cuit. On est cuit parce qu'on ne peut pas se payer les voitures électriques, elles sont impayables. Et le risque aussi, c'est que le secteur automobile commence à se préparer à l'arrivée de ce marché unique électrique, et que nous, en essayant de tirer sur la longueur nos thermiques le plus longtemps possible, on se retrouve en difficulté de trouver des pièces de rechange pour réparer nos thermiques. Et donc nous, enfin, en tout cas les gens qui n'ont pas les moyens de se payer une électrique et qui ne trouvent plus les pièces de rechange pour pouvoir réparer leurs thermiques, on va clairement être embarrassés, parce que le marché de l'occasion va pas être suffisant, en tout cas pas directement. Et il y a une autre chose que j'ai été vérifiée et qui me fait dire qu'en fait, l'objectif n'est pas du tout de remplacer le parc automobile. Ça c'est ce qu'on nous dit, et je pense que c'est de l'enfumage. L'objectif n'est pas de remplacer le parc automobile actuel par un parc automobile électrique. L'objectif est de diminuer drastiquement le parc automobile. Parce que j'ai été regarder, ces voitures électriques, il va bien falloir les recharger. Alors j'ai été voir, de nouveau les statistiques de la FEBIAC disent que si il fallait remplacer le parc automobile actuel par des électriques, il faudrait 1,5 million de bornes électriques publiques de recharge.
1,5 million. J'ai été voir. Aujourd'hui, en Belgique, il y a 8500 bornes. 8500, 1,5 million. 8500, 1,5 million. On est loin du compte. Très, très loin du compte. Alors, le gouvernement a effectivement un plan pour augmenter le nombre de bornes de recharge publique à 30 000. 30 000 en 2025. 8 500, 30 000. 8 500, 30 000, ça coûte aux contribuables, qui pour la plupart n'ont rien demandé, ça coûte aux contribuables 1,2 milliard pour passer de 8 000 bornes et demie à 30 000 bornes et demie. Mais on sait que pour permettre la recharge de l'entièreté du parc automobile actuel s'il était électrique, il faudrait 1,5 million de bornes. Donc vous faites le calcul. Pour financer ce 1,5 million de bornes, si effectivement l'objectif était de remplacer le parc actuel, il faudrait que la Belgique dépense 60 milliards en bornes électriques. On les a pas. On les a pas et on les aura jamais. Et c'est pour ça que j'estime que c'est de l'enfumage. Leur objectif n'est pas du tout de remplacer le parc électrique, le parc automobile par de l'électrique. L'objectif est de littéralement diminuer drastiquement le parc automobile. On n'a clairement pas les moyens en Belgique de dépenser 60 milliards pour avoir 1,5 million de bornes de recharge. Ce n'est pas mes chiffres, c'est les chiffres de la FEBIAC, pour assurer le chargement de toutes les voitures si toutes les voitures étaient remplacées par de l'électrique. Alors, ça va être la guerre hein, pour remplacer, on n'a que 30 000 bornes. Alors, ok, vous allez me dire, mais oui, ben, les particuliers vont devoir également mettre des bornes de recharge chez eux. Et bah, ça montre bien que du coup, bah, c'est une politique élitiste, hein, parce qu'une borne de recharge, c'est 1500 balles, hein, au bas mot. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir se la payer, la voiture électrique, plus les travaux d'infrastructure pour avoir sa borne de recharge à la maison. Donc et les gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir un garage, parce que vous ne pouvez pas privatiser le trottoir, hein. Donc il n'est pas question, moi j'habite une 2 façades, j'ai pas de garage, donc ça veut dire que je devrais recharger ma voiture sur le trottoir. À l'heure actuelle, on n'a pas le droit de privatiser le trottoir. Et pour toutes les personnes qui sont en appartement, ben, il n'y a pas d'autre solution que la borne publique. Ça va être la guerre, hein, parce que la recharge d'une voiture, ça prend du temps et en plus il faut le faire beaucoup plus souvent que ce que les fabricants annoncent, hein, parce qu'ils vous annoncent un temps d'autonomie de ces voitures qui est en général beaucoup plus restreint. Bref, ça va être rigolo hein, quand on va devoir tous chercher une borne de recharge publique pour nos voitures. Et donc ça clairement, pour moi, c'est un indice que, en fait, la volonté politique n'est pas du tout de remplacer, comme ils nous le disent, le parc automobile par de l'électrique. C'est de diminuer drastiquement le parc automobile. Mais ça veut dire que c'est une mesure tout à fait discriminante, parce que seule une certaine élite, les gens qui ont les moyens de se payer ces voitures, vont être capables de se payer l'électrique, et tous les autres vont se retrouver à ne plus avoir la possibilité d'avoir les mêmes chances sur le marché de l'emploi. Vous savez comme moi que sur le marché de l'emploi, il faut être mobile. Et c'est clairement pas avec la politique de transport en commun de ce pays que quelqu'un sans voiture peut être mobile sur le marché de l'emploi. Donc ça va être discriminant aussi pour la vie sociale, pour la vie sportive, pour la vie associative, des jeunes, des ados, mais aussi des personnes âgées. Il n'y a pas plus discriminant comme politique. Et donc on se retrouve en fait avec la même configuration qu'avec le Covid Safety Kits et autres passes vaccinaux, hein, ça a ouvert la boîte de Pandore. On se retrouve avec une mesure qui est manifestement incapable d'atteindre son objectif annoncé et qui en plus est discriminante. Donc c'est une mesure qui ne respecte pas le principe de proportionnalité, d'autant plus qu'il y a d'autres mesures à prendre de façon indispensable. Je vous l'ai dit, si vous remplacez le parc automobile par des électriques, mais que vous ne faites pas en sorte d'augmenter votre production d'électricité renouvelable, ça n'a absolument aucun sens. Il y a d'autres mesures qui sont moins attentatoires aux droits et aux libertés et moins discriminantes pour les citoyens, mais qui nécessitent d'avoir des politiques courageuses face aux lobbies. Je répète,
il y a d'autres mesures qui auraient plus d'impact, aussi bien sur la production de gaz à effet de serre et de CO2, si on part par là, que sur l'ensemble de l'écologie, donc qui auraient des impacts bien plus positifs, mais qui nécessitent de pouvoir être capable de se distancier des lobbies. Et là, à partir du moment où les politiques ne sont pas capables de se distancier des lobbies, et même plus que probablement ne travaillent plus ni pour le peuple, ni pour l'environnement, mais bien pour les lobbies, mais on sait bien que ce ne sont pas ces mesures-là qu'ils vont prendre. Quelles sont les mesures qui pourraient être prises et qui auraient un impact beaucoup plus positif sur l'entièreté de la sphère écologique? Alors j'ai été regarder de nouveau, j'ai été curieuse, j'ai été regarder quels étaient, puisqu'on est toujours dans ce concept de limiter la production des gaz à effet de serre et de CO2, j'ai été vérifier quelles étaient les activités humaines qui produisent le plus de gaz à effet de serre et de CO2. Alors effectivement, on retrouve la production d'énergie. Donc finalement, c'était celle-là la mesure la plus urgente à prendre. C'était faire en sorte de se distancer de la nécessité d'utiliser les énergies fossiles et augmenter la production d'énergie renouvelable. Bon, on est passé, je vous l'ai dit, de 9% à 16% en 10 ans, c'est pas gagné. Hein. Ensuite, c'est le transport. Donc oui, là, alors la mesure prend son sens. Mais l'exemple, il vient quand même un peu du haut. Hein. L'exemple, il vient du haut et j'ai été regarder, parce que je suis vraiment une petite curieuse, j'ai été regarder si ma famille de 5 personnes décidait de partir à New York en vacances. Notre aller-retour, 5 personnes Paris-New York ou Bruxelles-New York, produirait 60% de CO2 en moins que le simple trajet aller de M. Macron ou de M. De Croo jusqu'à New York. Donc bon, moi je veux bien. Mais on pourrait peut-être aussi commencer par réduire les transports complètement cons et stupides de nos dirigeants et de nos grands patrons et industriels qui peuvent tout aussi bien voir leurs homologues et faire leurs réunions en Zoom, quoi. Hein. Je veux dire, le Zoom, c'est pas que pour les gueux, hein. Ils peuvent aussi utiliser Zoom, hein, titre d'exemple. Et il y a d'autres transports complètement stupides qui nécessitent là, du coup, de mettre des règles très strictes à l'industrie qui permettraient d'avoir un impact bien plus important que de m'interdire de partir en vacances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais partagé il n'y a pas longtemps que votre tranche de saumon fumé faisait le tour de la planète avant d'arriver dans votre assiette. Hein. Les alevins sont produits en Écosse, le saumon est élevé quelque part en Angleterre, donc il faut déjà faire le trajet. Ensuite, il est tranché en Pologne et il est fumé en Chine. Ou il est tranché en Chine et fumé en Pologne, je ne sais plus. Enfin bref, on pourrait peut-être commencer par ce genre de trajet complètement con aussi. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on n'a jamais réussi à décider si c'était Bruxelles ou Strasbourg, la capitale de l'Europe. Et vous avez tout le Parlement européen qui, à intervalles réguliers, fait le trajet Bruxelles-Strasbourg, Strasbourg-Bruxelles. Je vous laisse imaginer la quantité de gaz à effet de serre et de CO2 qui est générée par ce genre de transport complètement con. Hein. Donc bon, avant de commencer à venir emmerder, on va le dire, le petit peuple, ce serait quand même pas mal qu'ils commencent à regarder quels sont les trajets complètement stupides qu'on pourrait éliminer dans les hautes sphères et dans l'industrie. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, les autres activités humaines qui génèrent le plus de gaz à effet de serre et de CO2, toujours si on part du principe qu'on ne remet pas en question ces deux théories de départ, hein, mais je vous l'ai dit dès le début de mon intervention, il y a un moment donné, il va falloir, comme avec la Covid-19, prendre le taureau par les cornes et exiger que le débat public ait lieu sans qu'on traite d'idiots et de climato-sceptiques toutes les personnes qui remettent ce discours en cause. Mais donc les deux autres activités humaines qui produisent le plus de CO2, c'est l'agriculture et les politiques de forestation.
Ok, vous comprenez pourquoi je disais qu'il va falloir qu'en fait on aurait beaucoup plus d'impact si on avait enfin des politiques un peu couillues au niveau des lobbies. Mais là, on va quand même pouvoir distribuer une gommette verte à la Belgique, parce que j'ai été regarder. En termes de politique des forêts, on a augmenté la surface de nos forêts en Belgique en 10 ans. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, au niveau mondial, c'est lamentable. Au niveau mondial, c'est lamentable. On est toujours occupé à déforester 10 millions d'hectares de forêts par an, alors qu'on reforeste à peine 5 millions. Donc la balance est toujours négative. Les gars, tant qu'on massacre le poumon vert de la planète, on peut faire ce qu'on peut, on peut danser en tuturo sur le lac Titicaca, la problématique du CO2 ne sera pas résolue. Hein. Donc, tant qu'on massacre le poumon vert et qu'on déforeste à tour de bras, on ne va pas résoudre le problème du CO2. Vous faites ce que vous voulez, mais il va falloir commencer par avoir des politiques courageuses de reforestation et de arrêt de la déforestation. Parce que sans ça, on va nulle part. Et en termes d'agriculture, ben là, gommette rouge pour la Belgique, hein, l'agriculture de masse, l'agriculture intensive, tous les produits sanitaires qu'on continue à utiliser sont une catastrophe écologique. Et pas seulement au niveau de la production des gaz à effet de serre, c'est au niveau de tout l'écosystème que c'est une catastrophe. Et avoir des politiques courageuses qui mettent en place une agriculture raisonnée, raisonnable et surtout propre, on aurait beaucoup plus d'impact. Sauf qu'en Belgique, le pourcentage d'agriculture bio est à peine de 7% de la production agricole. C'est honteux, c'est nul, c'est mauvais. Si on augmente ça, on aura déjà probablement un meilleur impact sur l'environnement et sur la production de gaz à effet de serre. Mais ça nécessite d'avoir les couilles, évidemment, de faire ce genre de politique et de s'opposer aux lobbies qui sont derrière. Et là, j'ai comme un doute. L'ennui, c'est que vous avez vu, la fabrique du consentement est déjà bien avancée dans les médias et on parle de façon de plus en plus décomplexée d'un pass carbone. Et ce pass carbone, on vous rassure, hein, si jamais vous dépassez la quantité de carbone qui vous est allouée, vous payerez une taxe. Bah, déjà, c'est extrêmement discriminant parce que pour diminuer sa consommation, par exemple, d'énergie dans une maison, ben, il faut avoir les moyens de l'isoler. Et encore une fois, il faudrait que les pouvoirs publics commencent déjà par regarder dans leur assiette avant d'emmerder les petits propriétaires. Moi, je vais chez des patients dans des cités qui sont gérées par les pouvoirs publics. On leur a tous mis le chauffage au gaz central. Mais par contre, c'est du simple vitrage, les courants d'air passent par les vitres, les toits n'ont pas été isolés, les façades n'ont pas été isolées, c'est des vrais passoires thermiques. Mais les gars, ce sont des immeubles qui appartiennent au pouvoir public, commencez déjà par faire le nécessaire chez vous, hein, montrez l'exemple. Donc, passe carbone. Ben, si effectivement vous dépassez votre quota de CO2, c'est extrêmement discriminant parce que les plus défavorisés vont avoir très vite des dépassements et donc des frais supplémentaires. Quant aux riches, ben, ils vont en fait avoir juste rien à foutre de leur consommation de CO2 parce que comme ils ont les moyens de payer leurs taxes, ils vont absolument rien changer à leur mode de vie. Donc en fait, ce sont des permis de polluer pour les plus riches. Et si c'est un pass carbone plus strict et plus dur, où en fait on vous limite votre consommation de CO2 une fois que vous avez dépassé votre quota, parce qu'on a les moyens techniques maintenant, hein, tout le monde a une voiture électrique et un compteur Linky à la maison. Si on sait que vous avez trop roulé avec votre voiture électrique, vous ne pouvez plus la recharger. Grâce au compteur Linky, voilà, vous ne pouvez plus circuler, vous ne pouvez plus partir. Si vous risquez de vous retrouver avec l'interdiction, la limitation d'acheter de la bidoche, parce que la viande, bah, ça produit beaucoup de CO2. Vous auriez votre chaudière bloquée à 15 degrés. Enfin bref, on arrive dans une vision de la société de l'avenir complètement dystopique, complètement ahurissante. Mais l'ennui, c'est que avec ce qu'on a vécu avec la Covid-19,
les craintes qu'on peut avoir, que ce soit vers ça qu'on se dirige, elles sont réelles et elles sont ancrées dans une réalité qu'on a vécue. Moralité. Moralité, je pense que on n'a pas intérêt à baisser la garde. En fait, on n'a juste rien gagné du tout ou pas grand-chose pendant la crise de la Covid-19. Et il faut qu'on reste très unis les uns derrière les autres, à continuer à faire le travail citoyen qu'on a fait ces 3 dernières années, c'est-à-dire à surveiller tous les projets de loi, les ordonnances, les décrets, parce qu'évidemment dans ce pays c'est toujours très complexe de savoir qui va décider quoi. Donc il faut surveiller tous les projets de loi, les décrets, les ordonnances qui sont proposés, et continuer à faire notre lobby citoyen, et surtout continuer à mutualiser les efforts financiers pour éventuellement, si ça s'avérait nécessaire dans un avenir plus ou moins proche, porter ces affaires devant la justice comme on l'avait fait avec la Covid-19, avec plus ou moins d'efficacité, je vous le rappelle, parce qu'on a quand même gagné 2 fois. C'était des petites victoires, mais je pense qu'on doit fêter chaque petite victoire, c'est nécessaire. Et puis ça envoie un bon message à l'univers quand on fête les petites victoires. Après, il a envie de nous envoyer des plus grandes. Bref, tout ça pour vous dire que il faut garder ça à l'œil très attentivement, parce que cette société dystopique, je pense que ni vous ni moi avons envie de vivre dedans, ni de la laisser à nos enfants. Et donc on va, nous, en tant qu'ASBL, continuer à surveiller ce qui se fait au niveau législatif, et on vous tiendra au courant des éventuelles possibilités d'action pour défendre nos droits, nos intérêts et notre modèle de société basé sur la liberté. Je vous embrasse, passez une belle journée et profitez de ce beau temps. À bientôt.